در یکی از کتابخانه‌های شهر پاریس نمایش برگزار شده است درباره مد لباس زنان در سالهای جنگ جهانی اول. C'est une exposition qui est proposée à la bibliothèque Fornet parce que nous sommes une bibliothèque spécialisée dans tout ce qui est art. Une des premières fois que ce thème-là est abordé en France, le costume féminin qui va servir aussi de révélateur du statut de la femme pendant cette période. Et puis surtout, c'est l'idée que l'on se fait du départ de l'émancipation de la femme dans la société française. پای صحبت جوستین پریشون می رویم که با استناد به آثاری که در این نمایش دیده می شوند تاریخ زنان و مبارزات آنان را حکایت می کند. Paris est considérée comme la capitale de la mode depuis au moins la fin du 19e, début 20e siècle. Là, vous avez vraiment deux vêtements qui vous montrent le style d'avant-guerre. Des lignes, vous voyez, qui sont pas très pratiques. Par exemple, pour la robe que vous voyez là, c'est quand même très près du corps, c'est très long, c'est très entravant. Et ça va changer pendant la Première Guerre mondiale, puisque les couturiers avaient prévu, quoi qu'il arrive, de changer le vêtement, de faire, vous voyez, des lignes plus simples, plus courtes déjà. C'est pas une question de montrer les jambes, c'est une question d'améliorer la mobilité de la personne. Elle peut plus facilement se mouvoir. Il aurait été hors de question de traverser la guerre dans ce genre de tenue-là. Pour le ravitaillement, pour les soins, mais plutôt en seconde ligne, pas en première ligne vraiment. En seconde ou en troisième ligne, vous allez avoir des ambulancières, vous allez avoir des infirmières qui vont aussi aller au plus près du front. On ne sortait jamais en cheveux. On ne sortait pas sans manteau, sans veste et on ne sortait pas sans chapeau. Même s'il faisait chaud, effectivement, c'était une manière d'être toujours en représentation et c'était l'idée qu'on ne se découvrait pas trop quand on était en extérieur. On verra également que sur beaucoup de vêtements, il y a des équivalents de voile qui étaient très présents puisque le voile est à peu près présent dans toutes les grandes civilisations et que les femmes en ont toutes porté à un moment ou à un autre. On a envoyé les premiers soldats français avec l'uniforme traditionnel, c'est-à-dire le haut bleu horizon, mais le bas, le pantalon était rouge carence. Ce qui certes évite de voir le sang quand quelqu'un est blessé, mais par contre est très visible sur un champ de bataille et donc évidemment il a fallu changer. Et ça c'est pareil, on a changé en 1915. On est passé sur l'uniforme du soldat, il était bleu horizon. Et d'ailleurs ici vous avez une capote, c'est un manteau de type Poiret, puisqu'on a fait appel à Paul Poiret, un des plus grands couturiers de l'époque, qui était en âge d'être mobilisé, d'être appelé, et qui a revisité à la demande de l'état-major l'uniforme français, puisqu'évidemment il y avait urgence, on va dire, sur le sujet. C'est très pratique parce que vous voyez par exemple, vous avez des petites boutonnières en bas, au niveau du bas du manteau, de permettre de le raccrocher, vous voyez, au bouton que vous avez à l'arrière. Et puis il y a cet aspect aussi de ligne, parce que si vous regardez bien, on voit quand même aussi que c'est une très belle pièce et que ça a été pensé avec une idée vraiment de couture derrière. C'est la tenue réglementaire de l'infirmière. À la fin du 19e siècle, ça va être organisé. Ça s'inspire également des bonnes sœurs, puisque parmi les premières femmes à avoir participé au monde médical ou sanitaire, vous avez les congrégations religieuses. Le voile est obligatoire. Là aussi, l'aspect particulièrement hygiénique. Aujourd'hui, tous les médecins, les infirmières hautes, quand ils sont en bloc opératoire ou quoi que ce soit, ils ont des espèces de charlottes ou des chapeaux ou autres. Et c'est vraiment cette idée-là. Vous avez par exemple ici une tenue qu'une dame s'est commandée pour rejoindre une unité d'ambulancière. Et vous remarquerez qu'elle va avoir un costume tailleur avec des poches, ça c'est important. Vous avez également sur le tablier de l'infirmière, il y a des poches évidemment qui sont prévues. Et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on va retrouver évidemment cet accessoire-là sur de nombreux vêtements que les femmes vont porter pendant les nouveaux métiers qu'elles exercent pendant cette période-là. Parce qu'avant, il n'y avait pas de poches sur les extérieurs, du moins sur les costumes féminins. Il se trouve que les femmes, on estimait qu'elles n'avaient pas besoin de poches puisqu'elles ne travaillaient pas. Et donc c'est pendant la Première Guerre mondiale que sur le costume féminin, les vestes et autres manteaux, on va voir petit à petit arriver les poches extérieures, avec notamment des femmes en pantalon. Et là vous avez différentes activités que les femmes n'exerçaient pas avant spécifiquement, alors que pourtant il y avait quand même des femmes qui travaillaient avant la guerre, mais par exemple vous voyez, vous avez des ramoneuses sur cette photographie-là, et notamment regardez celle sur la gauche qui est en robe et qui est en blanc, pour aller travailler sur les toits et pour aller nettoyer les cheminées. Donc ça c'est assez étonnant aussi à voir. Vous allez avoir quelques femmes qui vont porter des combinaisons pantalons parce qu'elles travaillaient dans des usines. Un ras-le-bol général également qui s'installe en 1917 et que ça va faire descendre les gens dans la rue. Vous avez par exemple ici une photographie qui vous montre la grève des midinettes.
Les midinettes, c'était les employés des maisons de couture ou des grands magasins, dans les rayons mode, généralement. Ces femmes-là avaient accepté de travailler au début de la guerre pour des salaires de misère, parce qu'on leur avait expliqué que cette industrie était en train de sombrer et qu'il fallait la soutenir. Et il se trouve qu'en 1917, elles s'aperçoivent que la mode se porte très bien, que la couture se porte très bien, et qu'elles continuent à vivre avec des salaires de misère. Donc elles n'acceptent plus cela, et vous voyez qu'elles vont descendre dans la rue, et elles vont aller manifester. Elles ont commencé à 180, au plus fort de la grève, elles seront plus de 133 000. C'est la première grève féminine en France, ça va être la plus importante. Et certaines de ces femmes ne vont pas uniquement demander un peu plus de salaire et quelques, vous voyez, je vous disais le samedi après-midi, elles vont carrément demander l'égalité. Et je ne vous cache pas que autant ces femmes-là, les midinettes, vont être très bien appréciées, on va leur donner ce qu'elles demandent. Par contre, celles qui veulent la même chose que les hommes, elles ne vont pas être très bien reçues. L'opinion publique ne sera pas favorable, la presse ne les suivra pas, on va beaucoup les critiquer. Parce qu'on les juge trop masculines, on les juge également avec de nouvelles aspirations. Il faut dire aussi que la France est une société à l'époque très sexiste, disons-le, n'ayons pas peur des mots. La manière dont on traite les femmes est quand même... Les femmes ne sont pas aussi intelligentes que les hommes. Et en 1918, vous allez avoir un coup d'arrêt à toutes ces avancées-là, puisqu'on va rappeler à ces femmes que maintenant les hommes reviennent du front, ils veulent récupérer leur métier et leurs emplois, et donc elles ont une autre mission qui va les attendre. Vous allez voir, c'est une mission assez terrible avec une affiche que vous voyez ici. Il faut qu'elles repeuplent la France. Et on va faire une politique nataliste très importante, vous allez avoir des affiches de propagande, on va célébrer les mères de familles nombreuses, et regardez les familles nombreuses, là vous avez quand même 6 enfants, et la femme est assez jeune pour en avoir d'autres. Les Turcs, effectivement, les femmes turques vont l'avoir, les Anglaises vont l'avoir, les Allemandes vont l'avoir, les Autrichiennes vont l'avoir, mais les Françaises, non. Il va falloir encore attendre. Alors après, je ne vous cache pas que l'histoire était plus compliquée parce que le nom de la dame que vous voyez marqué ici, Maria Véron, c'était une avocate, également écrivaine, c'était une des plus grandes militantes du droit de vote pour les femmes, et elle avait réussi à obtenir la promesse de tous les représentants de 1914, les députés et autres. Il lui avait promis qu'une fois que la guerre serait terminée, il réexaminerait le projet de loi sur le vote des femmes et qu'en plus il promettait de voter en faveur de ce projet de loi. La condition qu'on a donnée, c'est que pendant la durée de la guerre, il fallait que les militantes féministes ne fassent pas de manifestations, se taisent et participent à l'Union sacrée. Elles ont accepté de le faire en pensant qu'elles obtiendraient ce qu'elles voulaient au sortir de la guerre. Et malheureusement, le projet de loi est passé devant le Sénat et le Sénat ne l'a pas validé. On a beaucoup dit que la Première Guerre mondiale était une période d'émancipation. Ce n'est pas une période d'émancipation, c'est une période de transition. C'est important à signaler. C'est-à-dire que pendant ces 4 années, ces femmes ont goûté à une certaine autonomie. Elles ont vu leur monde changer. Elles y ont goûté. Ça leur a plu, évidemment. Ça s'est arrêté en 1918. On les a renvoyées dans leur foyer. Mais c'est resté quand même sur le devant de la scène. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette guerre, tout ce que ces femmes ont fait n'aurait pas été autant montré, parce qu'on les a utilisées pour de la propagande, pour dire que les femmes soutenaient la guerre en travaillant à la place des hommes, ce genre de choses, et que si, effectivement, ça n'avait pas été une période de guerre, ça n'aurait pas eu lieu. C'est les premiers frères missionnaires qui vont pouvoir commencer à rentrer du front à partir de plutôt 1915, voire 1916, et en gros, vous avez ici une affiche de propagande du gouvernement, enfin du Parlement ici, et l'idée qu'on renoue avec sa famille. Mais il y a aussi les principes également que derrière, il faut repeupler la France. Voilà, et donc il faut passer à l'acte, entre guillemets. Vous avez des petites choses assez amusantes. Le petit chien que vous voyez là, c'est pour représenter la fidélité. Donc c'est sa femme, c'est vraiment 2 époux, c'est pas autre chose. Et la chaise renversée que vous voyez là, c'est un des symboles qui parle dans l'histoire de l'art en Occident, qui parle de l'acte sexuel. Quand vous avez une cruche cassée ou une chaise renversée, ça appelle un peu à ce qui va se passer derrière. Donc c'est très symbolique tout ça. La machine à coudre, c'est parce que vous voyez que la dame, elle était en train de s'occuper pendant que son mari, lui, était en train de se battre. Et vous voyez qu'elle s'occupait d'une activité de femme décente, elle était en train de coudre. Et puis vous voyez, elle a abandonné tout ce qu'elle était en train de faire pour se précipiter dans les bras de son mari parce qu'il revient. Donc c'est le côté vraiment un peu femme soumise, il y a cette idée. Là, ça fait un peu plus bourgeois et puis plus décent, entre guillemets. Parce que là, vous avez la une une couverture de journal qui vous montre le retour d'un blessé qui renoue avec sa famille, qui se promène, puisque bien souvent, les hommes ne connaissaient pas bien leurs enfants. La permission et le retour, c'est une manière de renouer aussi avec la famille. Parce que le seul lien qu'on a pendant la guerre, c'est les lettres, les cartes postales ou les lettres. C'est la seule manière de garder le lien à cette époque-là. Et si vous regardez bien, ces cartes postales, elles sont
Il y a un aspect un peu très, comment dire, romantique, très passéiste, effectivement, où vous avez une vision très romantique de la femme, habillée d'ailleurs avec une mode d'avant-guerre, qui effectivement, voilà, vous voyez, avec des fleurs, qui attend patiemment son mari. C'est une des plus anciennes pièces conservées dans les archives Chanel aujourd'hui. Elle essaie d'imiter ici le chapeau de paille, mais tout ce que vous voyez, c'est en soie. Donc cette très belle robe, elle nous a été prêtée par la maison Lanvin. C'est Jeanne Lanvin elle-même qui l'avait créée au sortir de la guerre ici. Elle avait créé cette robe en 1919-1920. Ça, c'est pour le côté un peu patriotique. Ça plaît toujours à cette époque-là, surtout en période de guerre. On le ressort beaucoup. Et elle l'a fait spécialement, Jeanne Lanvin, pour coller à l'actualité. C'est comme la robe que vous voyez là, elle est bleu, blanc, rouge, celle qu'elle a faite ici. Elle est bleu, blanc, rouge, et ce qui est amusant, c'est que cette robe-là, elle l'a faite pour elle-même. C'est pas une robe qu'elle vendait, c'est une robe qu'elle a fabriquée, qu'elle a fait faire pour elle, et donc qu'elle a portée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la robe Madame. C'était le nom que ses employés lui donnaient dans sa société. La mode sert aussi, le costume sert également de révélateur des différents changements qui vont se produire pendant cette période-là. Et c'est vrai que ça suit l'actualité. Donc il y a ça aussi qui nous permet de garder cette espèce de témoignage sur cette partie de cette période de la France.